Nous abordons donc aujourd'hui l'avant-dernier cours qui sera le dernier cours portant sur le texte même. Et le dernier cours sera un retour sur l'ensemble et essayer de tirer quelques conclusions. Donc, comme vous le voyez, c'est la seconde partie du livre 9. L'intitulé parle de lui-même. Nous avons vu la semaine dernière donc, la première partie de ce livre 9, tout au moins quelques épisodes significatifs des 6 premiers des 11 qui constituent ce livre, et dont nous avons rappelé que certaines versions du Senjusho les ont tout simplement omis, ne gardant que les 5 derniers, où sont consignés les 8 poèmes japonais du dernier livre. Bien que le 7e épisode qui commence cette seconde série ne comporte pas de poèmes japonais, il se situe naturellement dans la même catégorie que les suivants, par sa contemporanéité avec Saigyo. Le point commun de ces récits de la fin est en effet qu'ils concernent directement la vie et l'époque du protagoniste du recueil. Avant d'aborder cette partie, cependant, je voudrais revenir très brièvement sur le 2e épisode, sur lequel nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter au dernier cours. Nous en avons encore moins aujourd'hui, j'en suis désolé, mais il convient malgré tout que je rappelle que dans cette évocation d'un lettré devenu moine, du nom de Oe no Sadamoto, du 962-1034, qui mourut en Chine, parti à la recherche de la loi. Il est fait allusion à ses rapports avec un autre lettré de l'époque, le célèbre Yoshishige no Yasutane, qui, comme vous le savez, c'est l'auteur du Chiteiki, l'un des modèles du Hojoki, et d'un autre texte qui nous concerne le plus, enfin, qui est le Nihon Hojo Gokuraki sur les pratiquants de la terre pure au Japon. Et ce Yasutane, donc, dont il est dit qu'il s'était retiré dans la solitude au mont du Tiantai, c'est-à-dire le Taire, n'est-ce pas, le mont Hie, c'est-à-dire une appellation chinoise qui ne reprend que le modeste Hiesan japonais, où il avait appris du grand religieux Soga, ce qui est dit ici, n'est-ce pas, la lucide tranquillité de la quiétude et contemplation. Shikan no myojo naru koto wo Soga shonin ni narai tsutaete. Cette remarque faite rapidement, comme en passant, nous donne d'abord une indication sur la notoriété des 4 premiers chapitres de la somme de quiétude et de contemplation. Shikan, c'est évidemment le Makashikan, n'est-ce pas, qui sont censés être reconnus et compris de tous les lecteurs. Nous comprenons aussi que de telles allusions, lorsqu'elles se trouvent de façon plus subtile encore dans les waka de l'époque Heian, bien qu'elles échappent souvent aux lecteurs modernes, résonnaient immédiatement à l'oreille des auditeurs du temps, puisque ce Shikan no myojo naru koto wo, c'est une citation cachée, ce sont les premiers caractères du Makashikan, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin, tout le monde a reconnu cela. Et comme vous allez voir, cela se retrouvait encore souvent. C'est pour simplement vous donner un exemple des connexions qui se font pour les lecteurs de l'époque, de la fin de Heian, du début de Kamakura, avec de grands textes que tout le monde a lus lorsqu'on est lettré. Il est futile de vouloir comprendre la poésie classique japonaise en la posant comme indépendante des textes qui formaient l'essentiel des lettrés du temps, qu'ils soient laïcs et religieux. Après cette digression, que je vous demande quand même de garder à l'esprit, vous verrez pourquoi tout à l'heure, revenons à la partie du texte qui nous intéresse aujourd'hui, en commençant par le 7e épisode, intitulé, d'après le personnage principal, « Histoire de Kukambo ». Les caractères ne sont pas marqués. Kukan, c'est la contemplation du vide, n'est-ce pas? Et Bo, c'est le pavillon dans un monastère, pavillon dont le propriétaire, en quelque sorte, porte en même temps le nom du pavillon. Donc, ainsi que nous l'indique la locution temporelle qui la commence, Konogoro, tout récemment, nous nous trouvons à présent du vivant même de Saigyo. Et le récit peut être considéré comme étant relaté à la première personne, pour d'autres raisons grammaticales sur lesquelles je passe. Il s'agit encore ici d'un cas voisin de ceux qui ont été évoqués plus haut, c'est-à-dire ceux de Ono no Sadamoto et Yoshishige no Yasutane, c'est-à-dire d'un noble de la cour qui a laissé tomber ses ornements, dit le texte, n'est-ce pas, Kazari Oroshite, c'est-à-dire les
laissé tomber les ornements, qui n'est que la lecture japonaise du terme rakushoku, n'est-ce pas, qui veut dire la même chose et qui signifie entrer en religion. Nous avons beaucoup de synonymes. Vous allez voir tout au long du texte sama o kau, n'est-ce pas, sama o kaeru, c'est-à-dire changer d'apparence, prendre l'apparence du religieux. Donc c'est un noble de la cour qui a laissé tomber ses ornements. Il s'agit de Fujiwara no Nariyori, qui est aussi appelé Koya Saisho Niudo, comme vous le voyez ici, 1136-1202. Il est assez postérieur par sa naissance à Saigyo, comme vous le voyez, puisque Saigyo est né en 1118. Donc il s'était retiré en ermite au mont Koya sous le nom religieux de contemplation de la vacuité, Kukan. Bien qu'il soit de 18 ans le cadet de Saigyo, celui-ci, Saigyo, est décrit comme se rendant auprès de lui afin de lui demander des conseils sur la pratique. Il le trouve dans une hutte d'une toise carrée, Hojo no Iori, n'est-ce pas, vous voyez l'allusion aussi immédiate, d'abord au Yuimagyo, bien sûr, au Sutra de Vimalakirti, mais aussi au texte contemporain un peu antérieur au Saijusho, qui est le Hojoki. Avec les figures d'Amida, Kannon et Seishi, n'est-ce pas, les Amida Sanzon, devant lesquels il se livre au Nembutsu. Et le texte nous dit qu'il s'y livre tranquillement, Shizukani. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas, puisque dans Myojo, Shikan no Myojo Taru, vous avez aussi le Myojo, c'est Shizuka. Tranquillement, donc, nous précise le texte. L'emploi de ce terme nous invite à nous demander si ce qui vient d'être dit sur le début de la somme de contemplation, le Makashikan, était vraiment une digression. Car nous savons bien que Shizuka n'est que la lecture explicative de Jo dans le composé Myojo, et qui vient d'être évoqué à l'instant. Et d'ailleurs, ce même adjectif, Shizukani, se trouve plusieurs fois dans la suite du texte. À propos de Kukanbo, d'abord, il est dit Shizukani kannen shitamaura. Il s'est livré tranquillement à la contemplation. Mais vous voyez bien que Shizuka, ici, n'a pas le sens d'être tranquille, une contemplation cool, n'est-ce pas? C'est une évocation directe de l'état d'esprit du méditant. Ça ne veut pas dire seulement tranquille, c'est une relation à la méditation. Et il est dit ensuite de Saigyo lui-même, Somo somo Shizukani wa kokoro omouni, en portant ma réflexion kokoro omou, n'est-ce pas, Shizukani, dans la tranquillité, dans le calme de la méditation. On voit donc qu'il est impossible de prendre ce terme autrement qu'en sens fort. Shizuka applique bel et bien l'exercice de la méditation du Shikan. Bon, c'est voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Donc, il demande des conseils sur la pratique de Kukan, n'est-ce pas? Et il pose la question Satemo gose no tsutome ni ikanaru ontsutome ka haberu. Pour ce qui est de la pratique qui prépare votre prochaine renaissance, vos prochaines renaissances, auxquelles vous livrez-vous. Et la réponse du pratiquant est plus qu'édifiante et elle surprend par son caractère radical. Voilà ce qu'il dit, Wareni Busho Ali, n'est-ce pas? Enfin, en même temps, c'est une évidence, mais vous allez voir qu'il a porté cette évidence très loin. J'ai la nature de Bouddha, je suis muni de la nature de Bouddha. C'est évidemment du Kambun japonisé, ça serait Gau Busho, n'est-ce pas? J'ai la nature de Bouddha. Elle est perpétuellement, Tokoshinaeni, n'est-ce pas, en lumineuse tranquillité, Myojo Nari. Vous voyez encore Myojo, la phrase même du début du Makashikan. Ce qui indique, vous voyez encore, et c'est Shizuka, vous voyez bien que tout ça est toujours connecté. J'ai la nature de Bouddha, elle est perpétuellement en lumineuse tranquillité. Voilà pourquoi tout ce que je fais découle en toute égalité, le verbe toru, en toute égalité du plan de Bouddha, Kano Bukkai, c'est-à-dire la dimension suprême de l'existence, n'est-ce pas? Dans les Jukkai, les 10 plans d'existence qui font notre monde, vous avez le plus, enfin, qui est à la fois de notre monde et hors du monde, c'est le Bukkai. De cette façon,
ma conduite en toute direction, ce que je pense assis, ce que je pense debout, tout est loi de Bouddha, Buppo. En réalisant une telle réflexion, méditation, vous voyez, homo yo nashite, homo est au sens fort, c'est une méditation en réalité. Et en me livrant à la contemplation, kannen, je ne me relâche jamais au long des jours. Il est dit dans les Écritures, vous voyez, tote, mata shimbutsu gyoshujo ze sam musabetsu tote. Il est dit dans les Écritures, esprit, Bouddha et être, ces trois sont indifférenciés. Shim, Butsu, Shujo. Du moment que l'esprit, le Bouddha et les êtres ne sont pas séparés, on ne doit ni haïr ni mépriser les gens. Quand bien même le bien se pratique spontanément, Onozukara, c'est une idée très intéressante, il se réoriente, ekosu, entièrement vers soi-même et autrui. Vous avez l'idée ici qu'à cause de cette égalité, de cette identité même transcendantale entre l'esprit en général, c'est une sorte d'esprit universel, mais qui est en même temps l'esprit de chacun. L'esprit notre kokoro est à la fois quelque chose d'individuel et directement lié à l'universel, qui est l'identité entre le Bouddha et les êtres. Et à partir de cette théorie, vous avez ce dogme, je dirais, Gi, n'est-ce pas? Il s'ensuit que le bien que l'on pratique, ce n'est pas nous qui pratiquons le bien, c'est le bien qui se pratique. Et cette pratique du bien rejaillit à la fois sur celui qui le fait, le Ji, n'est-ce pas, Mizukara, et le Ta, ceux pour qui il s'applique. Donc la conduite de Bodhisattva est une sorte de Jigyo Keta, n'est-ce pas, pratiquer pour soi-même afin de rendre service, de bénéficier à autrui. Eh bien cette pratique-là cette pratique de soi-même, c'est quelque chose qui est impersonnel. Voilà ce que veut dire ce texte, qui est très intéressant. Donc, comme on peut s'y attendre à cette révélation, Saigyo verse des larmes de joie appropriées. Zuiki no namida, c'est un terme technique dans les sutras, c'est la joie qui suit une révélation du Bouddha. Et ici, c'est pris comme tel. Nous voyons tout d'abord par les propos de Kukambo que l'adverbe shizukani de Saigyo n'était pas utilisé fortuitement, car il est rappelé dans le terme myojo qu'emploie l'ermite pour décrire la présence en lui-même de la nature de Bouddha, alors que l'expression s'applique au shikan, ainsi que nous l'avons vu. L'affirmation de Kukan est très forte. On pourrait la juger arrogante, mais elle n'est en réalité que la simple conséquence logique de la citation scripturaire de l'un des passages les plus célèbres de la citation scripturaire qui est donnée par l'ermite sur la triple indifférenciation Ze Sam Musabetsu, Kono Mitsu ni Sabetsu Nashi. Il s'agit en fait de l'un des passages les plus célèbres du sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, n'est-ce pas, Avatangsaka Sutra, qui est ici il y a plusieurs versions, il y a 3 grandes versions répandues, une version en 60 livres, celle qui est citée ici, une version en 90 livres et une version plus réduite qui a quand même été étudiée au Japon, mais qui ne nous intéresse pas ici. Vous voyez qu'elle est datable, celle-ci, de 420, c'est-à-dire très peu de temps après le Sutra du Lotus, qui est des environs de 402, n'est-ce pas? Et c'est ce texte qui est cité. Je vous donne un peu plus en détail cette citation que je vous traduirai. Nous ne la lisons pas, je vous la donne dans l'original, et je vous en propose une traduction ici. L'esprit, Shin, n'est-ce pas? Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas en français, je le dis encore, je l'ai dit il y a quelques années déjà, mais qu'on n'ait pas en français de termes correspondant à l'anglais mind, n'est-ce pas, ou bien à l'italien mente. Elle existait en français de la Renaissance, c'était Guillaume Postel avait utilisé le terme italien, je pense, je ne sais pas comment il l'a prononcé à l'époque, de mente, qu'on devait prononcer à la française la mente, n'est-ce pas, M-E-N-T-E,
qui produit ensuite l'adjectif mental, etc., ce serait parfait. Il faudrait essayer de faire revivre ce terme pour traduire le terme sino-japonais shin, il serait tout à fait adéquat. Donc l'esprit, la mainte, est comme le peintre Kugashi, le peintre qui dépeint en leur variété les 5 agrégats. Les 5 agrégats, je ne reviens pas dessus, c'est tout ce qui compose l'ensemble du phénoménal. Et ces 5 agrégats se divisent en deux grandes catégories, les agrégats physiques, c'est le corps, et les 4 agrégats mentaux. Donc parfois on remplace... excusez-moi, c'est goon, n'est-ce pas? Il y a une faute ici, ce n'est pas shushu no goon gas, n'est-ce pas? Il peint les 5 agrégats. Il faut remplacer muon par goon. Dans l'ensemble des mondes, il n'est nulle entité qu'il ne crée, ce peintre. Alors, zo, n'est-ce pas, tsukuru, au sens de faire, créer et fabriquer. Ici, c'est la création artistique, mais en même temps la création mentale. Donc, il n'est nulle entité qu'il ne crée ou qu'il ne compose. De même que l'esprit, ainsi en est-il du Bouddha. Et comme le Bouddha, ainsi des êtres. Esprit, et voici notre citation, esprit, Bouddha et être, ces 3 sont indifférenciés. Les Bouddhas ont pleine connaissance de ce que tout évolue à partir de l'esprit. Si l'on est capable de comprendre cela, un tel homme, qui comprendrait cela, a la vision de l'éveillé véritable. Vous voyez ici, Shimbutsu o miru. Kanoshito Shimbutsu o miru. Pour qui veut acquérir la connaissance de l'ensemble des êtres, pour qui veut acquérir la connaissance de l'ensemble des éveillés des 3 âges, quérir ou acquérir, il devra ainsi considérer que c'est l'esprit qui crée les ainsi venus. C'est l'esprit qui crée les Bouddhas. Shin ou kokoro, shonyorai o zosu, tsukuru. Donc, les moromoro no nyorai o zosu. C'est l'esprit qui crée les Tathagata. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très fort, qui ne nous étonne pas dans le bouddhisme, bien sûr, et depuis que nous avons lu le traité de Kukai il y a 3 ans sur le Shōjiji Sōgi, cela ne nous étonne pas. Nous voyons que de cet admirable passage, qui est l'un des textes fondateurs de la noétique extrême-orientale, notre ermite en fait quelque chose qu'il applique ici à la pratique morale. Puisqu'il est Bouddha, ce qu'il pratique est œuvre de Bouddha, indépendante de sa propre volition, n'est-ce pas? Le Onozukara no Zen, c'est le zen, le bien spontané. Mais cela rejaillit comme conduite de bodhisattva pour soi-même et autrui. La suite du texte, qui présente les propres réflexions de Saigyo s'en retournant dans l'entrevue, fait intervenir à la fois Kanjo, n'est-ce pas, Showan, que nous avons vu aussi une fois, le disciple du maître du Tiendai, et Eshin Sozu Genshin, que nous connaissons bien maintenant, tous deux déjà rencontrés dans la première partie de ce 9e livre. Le terme de triple indifférenciation, San Musavetsu, va rythmer sa réflexion, mais celle-ci ne va pas l'emmener dans les sphères de la métaphysique ou de la métanoétique, que l'on trouve par exemple dans le scalpel adamantin, le Kongo Beilong, dont je vous ai parlé très brièvement. C'est le scalpel de diamant qui est l'œuvre du 6e patriarche chinois du Tiantai, Zhangzhan, c'est pas Tannen en japonais, et dont le thème principal, nous y avons fait allusion, est la présence de la nature de Bouddha dans l'inanimé. Et un thème donc que nous avons rencontré déjà dans le Senjusho, c'est-à-dire la thèse de ce petit traité, c'est Mujo Usho, n'est-ce pas? Kokoro Nasake Nakimono ni Busho Adi. Les choses dépourvues de sentiments, d'âme, ont la nature de Bouddha. Mais ça ne va pas du tout dans ce sens, et nous verrons tout à l'heure d'ailleurs une allusion au végétal qui semble tout à fait dépourvu enfin nous y reviendrons, mais qui semble dépourvu de cette réflexion, mais elle le ramène au contraire à des préoccupations plus immédiates, qui ne sont pas sans rappeler tel passage du Hojoki, par exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure du Hojoki qui est un peu antérieur au Senjusho.
l'auteur du Hojoki, n'est-ce pas, Kamono Chome, lorsqu'il se promène dans la nature, il dit Yamadori no horo horo tonaku okiki temo, chichika hahaka to utagai. En entendant le cri du faisan doré dans la montagne, je me demande si c'est mon père ou ma mère. Vous voyez, une conception tout à fait naïve de la réincarnation. Et en effet, la méditation de Saigyo, comme il dit, Shizukani wanga kokoro o mouni, vraiment en contemplant dans la tranquillité de la méditation mon cœur. Donc cette méditation le conduit à comprendre qu'il aurait pu être autrefois un cheval. Alors tout cela est écrit dans un japonais très poétique, très artistique. Nous n'y reviendrons pas dessus. Nous ne reviendrons pas dessus parce que ça serait de nous mener trop loin dans la lecture. Mais donc, à travers ces... Et ce sont en même temps des allusions permanentes à des poèmes, n'est-ce pas, des fragments de poèmes. Vous le savez bien, nous en avons déjà vu plusieurs exemples. Donc, il comprend qu'il aurait pu être autrefois un cheval recherchant l'herbe des sous-bois, un bœuf labourant la rizière de l'humble paysan, un cerf réclamant dans la montagne sa femelle, ou un faisan prêt à perdre sa vie pour protéger ses œufs. S'il a pu renaître comme être humain, et là vous avez une très belle description des belles et des coquettes, c'était peut-être comme courtisane faisant commerce de ses charmes. Et que c'est le prélude en réalité à l'histoire qui va suivre. C'était peut-être comme courtisane faisant commerce de ses charmes, utilisant toutes les ressources pour attirer les hommes, bien loin de se soucier de la lune qui était en son sein. Mune no uchi no tsuki ni niwa yomo kokoro wa kake haberaji. C'est-à-dire de la nature de Bouddha qui ne demande qu'à être manifestée par la pratique. Et, en poursuivant la réflexion de Saigyo, quant aux femmes pour lesquelles il soupire, Omoitsukusu onna no iromo, c'était peut-être dans une vie antérieure, Sugishiyo, son père ou sa mère. Vous voyez quelque chose de proche. Là, ce ne sont pas les faisans, mais les femmes dont il est amoureux, qui auraient pu être son père ou sa mère. Tout cela se reliera à la dernière histoire que nous allons voir tout à l'heure. Ou pire encore, ça aurait pu être un de ces serpents effrayants dissimulés dans les herbes. Kuchinawa, n'est-ce pas? La femme qu'il aime aurait pu être serpent autrefois. C'est à quoi le mènent donc ces méditations? Et à une conclusion toute franciscaine. Un Bouddha tient en égale compassion toutes les créatures. Hotoke wa ikitoshi ikeru tagui o hitoshiku aware tamo. Se laisser surprendre par un serpent surgissant des fourrés, c'est montrer une regrettable distanciation des créatures. Aussi notre pratiquant prend-il la révolution de désormais, c'est ici, n'est-ce pas, Imayori nochiwa, tatoi kashira ni kakari haberi tomo, c'est le Kuchinawa, n'est-ce pas? Il prend la résolution de désormais ne pas avoir l'esprit perturbé, quand bien même un serpent lui tomberait sur la tête. Sawagu kokoro wa haberaji to omoi sadamete haberi. Ce serpent pourrait être une femme qu'il a aimée ou une femme qu'il aimera. Comment en effet, pour qui veut avoir, et c'est la fin, n'est-ce pas, Iwan Yamata kono comment en effet, pour qui veut avoir pleine intelligence du principe de la triple indifférenciation, pourrait-il s'en détourner, ne fût-ce qu'un instant? Ce verbe sobamu, on le voit très souvent, et nous le verrons tout à l'heure à la dernière ligne de l'avant-dernière histoire. Sobamu, c'est mettre de côté, se détourner avec mépris, mépriser. Nous n'avons pas à nous attarder trop longuement sur cet épisode. On aura compris que, fidèle à l'esprit général du recueil, le pseudo-saigyo ramène les doctrines bouddhiques les plus riches en développement doctrinaux. Et on se rappelle ici la citation moqueuse du Kasuga Myojin et la façon dont elle est traitée par prétérition par le même pseudo-saigyo, qui confie malgré tout son émotion à sa lecture. Vous vous souvenez, c'était donc sur une question très ardue de scolastique sur la présence de l'esprit, de la relation esprit-objet à l'intérieur même de l'esprit, n'est-ce pas? Et Saigyo avait dit à l'époque, une pensée aussi profonde sur un corps d'une condition aussi superficielle, comment pourrait-elle être comprise? Aussi la laisserais-je de côté et n'en parlerai pas. Ici, c'est un peu la même chose, donc. Il ramène donc ces doctrines bouddhiques les plus riches en développement doctrinaux à une ligne de conduite pratique, permettant une bonne méditation orientée vers la bonne renaissance, le Hojo.
La prodigieuse égalité proclamée par le Sutra de l'ornement de splendeur entre les êtres et le Bouddha, égalité qui est médiatisée par le kokoro, le shin, la mente, est ici simplement prise comme principe de non-discrimination entre les différentes espèces d'êtres vivants. Vous voyez, on n'a plus peur des serpents, ou des araignées peut-être. Non-discrimination justifiée par une évidence purement phénoménale qui n'est autre que celle des 6 voies. Ici encore, nous devons tenir compte de la place de cet épisode dans l'enchaînement logique du dernier livre. En particulier, les allusions galantes des derniers paragraphes, où il est question des courtisanes, avant que ne se soit soulevée la question inquiète de savoir si la belle dont on est amoureux n'est pas une réincarnation de son père ou de sa mère. Donc ces allusions préparent directement le 8e épisode, dont le titre nous donne clairement le contenu. C'est l'histoire de la courtisane de Eguchi. Eguchi Yujo no Hanashi. Vous voyez, les caractères pour Yujo sont dans le texte ici. Eguchi doit y être aussi quelque part, c'est le E de la Edo no E et Kuchi, n'est-ce pas? Nous allons nous retrouver plongés dans un milieu proche de celui qui était décrit dans l'épisode sur la courtisane de Muro, dont vous vous souvenez peut-être, qui avait fini par renoncer à son amour. Comme dans l'histoire du 11 du chapitre du livre 5, dont les protagonistes sont Saigyo et probablement Saiju, le narrateur, Saigyo décrit ce qu'il est censé avoir vu directement. L'épisode est vaguement daté, après le 20e jour du 9e mois dernier, ça ne vous avance pas beaucoup. Et rien ne nous empêche de suivre la proposition d'un commentateur qui avance l'année 1178, ce qui fait que Saigyo aurait 60 ans à l'époque. Cela n'a guère d'importance pour nous qui voyons d'abord le moine ému en arrivant au lieu dit Eguchi, au confluent de 2 fleuves qui se trouvent dans l'actuel arrondissement de Yodokawa à Osaka, donc avec l'un des 2 fleuves est le Yodokawa, au spectacle des filles de joie, que vous voyez ici, n'est-ce pas? Ryojin no yukiki no fune o omou yujo no arisama. Des filles de joie attendant la clientèle des passagers des bateaux faisant la navette le long de la rive. Mais ces réflexions sont interrompues par une brusque et froide averse d'automne. Fuyu o machi enu murashigure no saikurashi. No saikurashi. Alors saikurashi veut dire froid ici, n'est-ce pas? Saikurashi haberishi shikaba. Donc, qui force notre ascète à chercher refuge dans une fort modeste cahute de mauvais aloi, Keshikaru Shizuga Fuseya, en attendant que le ciel s'éclaircisse. Il demande donc son gîte, mais la courtisane du lieu, la maîtresse du lieu, n'est-ce pas, Haruji no Yujo, la courtisane maîtresse du lieu, ne l'entend pas de cette oreille. Yurusu keshiki no mie haberazari. Et Saigyo, piqué, lui lance un poème qui est bien de lui, c'est-à-dire qu'il est consigné dans le Sankashu, n'est-ce pas, au numéro 752, qui est le suivant. Yononaka o ito umade koso katakarame, kari no yadori o oshimu kimikana. Yononaka o ito umade koso katakarame, kari no yadori o oshimu kimikana. Certes, il sera difficile de prendre en détestation ce monde où nous vivons, pour vous qui faites cas de cet abri d'emprunt. Kari no yadori. Ici encore, nous traduisons tant bien que mal le jeu de mots sur kari, qui signifie à la fois emprunt, le fait d'emprunter, ce qui est à prêter, et qui veut dire aussi provisoire et phénoménal, comme nous le savons bien. Saigyo joue ici de la condition. Oui, j'ajoute que les commentateurs alors vous voyez qu'il faut savoir s'arrêter quelque part. Les commentateurs du Senjusho voient dans ce Kari no Yadori une allusion au chapitre 7 du Sutra du Lotus, Keijo-hon, n'est-ce pas, la cité fantasmagorique,
Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est une caravane qui est dans le désert. Les membres de la caravane sont tous découragés, ils ne veulent pas aller plus loin, ils meurent de soif, de faim, de fatigue, si bien que le caravanier, le chef de la caravane, qui est un magicien à ses heures, crée une sorte de cité fantasmagorique, une sorte de Disneyland au milieu du désert, dans laquelle les voyageurs ont l'impression de se reposer et de reprendre des forces, et après, ils peuvent continuer leur chemin. Or, voir ici une allusion à ce Kali no Yadori semble un peu aller trop loin. Parce que Kali no Yadori, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, c'est simplement ce monde, n'est-ce pas? Le gîte provisoire qu'est ce monde. Il faut ajouter que la courtisane, dont nous allons voir le poème de réponse, est nommée dans certains recueils du nom de Tae. Tae, n'est-ce pas? C'est le Tae que nous avons dans Taeko, c'est-à-dire la lecture kun de Myoho Rengekyo. Et peut-être que le fait que cette courtisane s'appelle Tae a incité les commentateurs à avoir une allusion au Sutra du Lotus dans son poème. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment aller trop loin que de voir ici une allusion directement au Sutra du Lotus, étant bien entendu que tout cela est dans l'atmosphère du Lotus. Donc, Saigyo joue ici de sa condition de moine pour taquiner la peu généreuse hôtesse. Elle est si attachée au phénoménal, n'est-ce pas, Oshimu, qu'elle ne prête pas cette demeure provisoire qu'est notre monde. Elle n'est donc pas prête de se dégoûter du monde et de le quitter. Yo itou koto wa muzukashi daru, n'est-ce pas? C'est le mot d'esprit de Saigyo arrache un sourire à la courtisane qui lui répond du tac au tac. Ie o izuru, shito to shikikeba, kari no yado ni kokoro to muna to omou bakari zo. Ie o izuru, shito to shikikeba, kari no yado ni kokoro to muna to omou bakari zo. Ayant entendu dire que vous aviez quitté la demeure, j'ai seulement voulu qu'en un gîte de fortune, vous ne fixiez votre cœur. Vous ne fixassiez, mais enfin je préfère dire, vous ne fixiez votre cœur. Ce poème se trouve aussi dans le Sankashu comme réponse, n'est-ce pas, Kaishi Uta Hanka, l'envoi de la courtisane, enfin, de la courtisane, bien qu'il ne soit pas précisé que ce soit une courtisane dans le Sankashu, on dit simplement qu'on lui refuse le gîte, n'est-ce pas? Et c'est donc au numéro 753, juste après. Et il y a un épisode fort proche qui est relaté dans le Saigyo Monogatari dont je vous ai parlé au tout début. C'est l'espèce d'histoire romancée de Saigyo qui date aussi du XIIIe siècle, sans doute postérieure au Senjusho, et qui relate encore le débat poétique entre les deux. Il y a simplement une variante entre, au lieu de Ie o Izuru, vous avez Yo o Itou, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs une variante qui se retrouve dans le Shinkokinshu, où les deux poèmes sont aussi consignés. Moi, je n'entre pas dans ces détails, ça ne nous intéresse pas directement. Mais vous voyez encore ici tous les jeux de mots qui sont là, n'est-ce pas? Ie o izuru, c'est bien sûr shukke, n'est-ce pas? Quitter la maison, c'est un religieux. Donc, ayant entendu dire que vous étiez religieux, kari no yadoni, et là, c'est vraiment le monde, n'est-ce pas? Ce gîte provisoire, en vous refusant cette chambre, je vous incite à ne pas vous attacher au monde, tout simplement. Elle lui a donné un enseignement, en quelque sorte. L'échange implique, alors c'est un échange très spirituel qui a d'ailleurs amusé suffisamment les Japonais pour que cet échange se retrouve dans le Shinkokinshu, les connaisseurs japonais. L'échange implique que la courtisane connaissait déjà la condition de Saigyo, de réputation. Et la notice qui est donnée dans le Sankaishu confirme les grandes lignes de l'épisode, sans entrer dans le détail, c'est-à-dire à savoir l'identité de la personne qui refuse le logis. Et moins encore, bien sûr, le Kotobagaki nous dit la suite, qui est donnée ici. Isogi
uchi ni ire haberiki. Elle s'empressa de me laisser entrer. Alors que je n'avais pensé qu'à m'abriter brièvement, dit le texte, le temps de l'averse, son poème était si plaisant, kono uta no omoshiro-sani, ça sera répété plus tard. Vous voyez, son poème était si plaisant que je pris un hébergement pour toute la nuit. C'est presque un terme technique, n'est-ce pas? Fushido, toshi haberiki. Shitoyo no fushido toshi haberiki. Je pris un hébergement pour toute la nuit. Nous ne pouvons nous empêcher de frémir aux implications de cette phrase. Mais les soupçons sont bien vite dissipés à la lecture de la suite. Alors là, je vous donne le texte un peu plus long, n'est-ce pas, que je vous traduis, vous pouvez le suivre des yeux. Mon hôtesse devait avoir alors, Ima, n'est-ce pas, c'est le présent du récit, devait avoir alors un peu plus de 40 ans. Et elle était fort distinguée, Ateni Yasashiku Haberiki, fort distinguée d'allure, mimée, et de langage, Kotogara. Kotogara peut vouloir dire les deux, n'est-ce pas? Ça peut vouloir dire l'allure, le maintien, mais ça veut dire aussi le langage. Comme il y a mimé d'un côté, je préfère, pour ma part, vous direz, je suis un peu partial, penser que le langage joue un rôle ici, d'autant plus qu'on va le voir, on va voir le commentaire de Saigyo tout à l'heure. Nous en vînmes, Nantonaku, à converser toute la nuit durant. Il n'y a que cela, n'est-ce pas, entre eux. Et la courtisane me dit, voici l'histoire de la courtisane. Je me suis adonné à cet état dès mon plus jeune âge et ai poursuivi cette occupation, furumai, pendant bien des années, en n'y trouvant que désagréments. Ito binnaku oboete haberi. On nous apprend qu'être femme est singulièrement pécamineux, un état de péché, n'est-ce pas? Onna wa koto ni tsumi no fukaki to uketamawaru ni. Mais se livrer à une telle occupation, encore une fois, furumai, je m'en rends bien compte, est certainement le résultat d'une imprégnation karmique des vies antérieures. Geni mae no yo no shikushu no hodo omoi shirare haberite. Et je m'en désole. Utate shiku oboe haberishi. Donc vous voyez, le fait d'être né femme est déjà l'occasion de multiples péchés, n'est-ce pas? C'est les idées reçues du bouddhisme. Mais en plus, être courtisane, c'est la conséquence de péchés encore plus graves qui viennent de vies antérieures. Depuis ces dernières années, de telles pensées n'ont fait que s'approfondir en moi. Et de plus, j'ai pris de l'âge. C'est pourquoi j'ai complètement renoncé à cette activité. Futsuni, complètement. Et cette activité ici, waza, donc l'activité de prostituée. Bien que ce soit la même cloche du matin dans la plaine, bien que ce soit la même cloche du temple dans la plaine, Nodera, et il s'agit sans doute ici du Shiten-no-ji d'Osaka, puisque le Kotobagaki, la notice du poème que l'on trouve dans d'autres recueils, parle du Shiten-no-ji, n'est-ce pas? Shiten-no-ji. Donc, bien que ce soit la même cloche du temple dans la plaine qui rythme mes jours, le soir, le chagrin me plonge malgré moi dans les larmes. Prenant conscience de sa futilité, je me demande combien de temps je resterai en ce monde sinistre et éphémère, que no karisome no ukiyo ni wa, terme qui revient très souvent. L'aube venue, le cœur éclairci, kokoro sumite, aussi une expression que l'on trouve très souvent dans notre texte, le cœur éclairci qui permet de méditer. L'aube venue, le cœur éclairci, le chant des oiseaux qui déplorent notre séparation, mais singulièrement poignant. Alors c'était autrefois la séparation de la courtisane et de son hôte, et là ça peut être la séparation avec Saigyo, mais enfin, de toute façon c'est un cliché, n'est-ce pas? Au soir, peu m'importe ce qu'il en sera après cette nuit. Au petit matin, je prends la décision, sitôt le jour venu, de changer d'aspect, sama okaete, c'est-à-dire d'entrer en religion. Malgré cela, au fil des années, je reste plongé dans la tristesse d'un état misérable, en ce monde désormais familier, avec l'impression d'être l'oiseau des monts neigeux. Je n'entre pas sur ce Sessen no Tori, n'est-ce pas, qui est un oiseau de l'Himalaya, on l'appelle aussi Sessen no Kankucho, c'est-à-dire Samusa no Kurushimi no Tori,
C'est un oiseau, c'est une parabole que l'on trouve dans plusieurs textes, où cet oiseau gèle la nuit, grelotte de froid la nuit et se promet de faire son nid le jour venu, mais le jour venu, le soleil frappe les montagnes, il a chaud et il oublie les kurushimi, les peines de la nuit. Donc c'est quelqu'un qui ne vit qu'au jour le jour et qui ne peut pas penser à long terme. Saigyo, alors ici je ne fais que résumer, nous pouvons continuer quand même à regarder en même temps. Saigyo était lui aussi profondément ému et ne pouvait sécher la manche trempée de larmes de son habit religieux. Sumisome no sode, le terme que l'on a vu très fréquemment et que l'on reverra encore. Le matin venu, bien qu'à regret, ils durent se séparer en se promettant toutefois de se revoir. Saikai o chigirite wakare haberino. Vous allez voir que c'était une vraie promesse, c'est-à-dire que c'était donné rendez-vous pour se revoir, pour continuer cette conversation. Le religieux s'en retourne donc, on ne sait pas où exactement, et remuant ses souvenirs de l'entrevue, il pleure encore et toujours. Poète, il reste cependant. Et il y a ici ce passage intéressant, n'est-ce pas? Somoku, enfin plutôt kusaki o miru ni tsuketemo. En regardant, en apercevant les plantes, il se trouve plongé dans une sombre tristesse. Pourquoi regardant les plantes? Ce n'est pas parce qu'elles sont ici pourvues ou non de la nature de Bouddha, c'est parce que les plantes kusaki ou kusagi sont la matière de la poésie, n'est-ce pas? Et vous voyez que nous retrouvons ici une ligne de pensée qui nous ramène encore une fois au discours inaugural de Kawabata. La matière même de la poésie, c'est le monde qui nous environne, c'est le monde phénoménal, et lui, en tant que poème, il se désole en pensant à cette courtisane qui ne peut sortir du monde. Et c'est alors que survient, au beau milieu de ce profond désarroi, une réflexion qui va justifier et sa pratique religieuse, et sa poésie, et d'une certaine façon, sa fréquentation des femmes. Cette réflexion n'a rien d'original. Nous en connaissons bien l'expression. Mais il est intéressant de la voir surgir en de telles circonstances, et si près de la fin du recueil, comme une justification de l'ensemble. Il s'agit bien sûr, vous le voyez ici, n'est-ce pas, la fin de la deuxième ligne, Kyogen Kigyo no Tamabure, Sambutsujo no Into wa Kore Katoyo. Donc, il s'agit du célèbre passage de Pochuyi, de Hakkyoi, que nous avons vu l'an dernier, sur les propos fous et les paroles spécieuses. Je vous redonne ce passage, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que c'est l'un des passages qui se trouve pratiquement au centre du Wakan Roeishu. C'est le passage qui justifie la poésie, non seulement la poésie bouddhique, mais la poésie tout court. N'est-ce pas? Bon, relisons-le très rapidement. Puisse mon œuvre d'écriture profane, œuvre que j'ai faite en cette existence, cette faute, n'est-ce pas? Ici c'est Ayamachi, mais c'est comme Tsumi, n'est-ce pas? Cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses, c'est-à-dire la poésie, puisse donc cette œuvre se retourner, kurikaeshite, n'est-ce pas? Ten, ou ici on a hon, ça peut être ten aussi, se retourner pour devenir dans les existences futures cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi. Et Saigyo se dit que c'est précisément à ce genre de circonstances que s'appliquent ce précepte. S'il n'avait pas par jeu, en quelque sorte, c'était un tawabure ce qu'il a fait ce vers boiteux. Vous avez ici le mot koshiire au début de la quatrième ligne, n'est-ce pas? Koshiore, n'est-ce pas? Le verbe boiteux. Sur vous qui faites cas de cet abri d'emprunt, la courtisane ne lui aurait pas offert son hospitalisé. Il n'aurait pas découvert cette personne extraordinaire qui lui aura permis, si peu que ce soit, de faire bourgeonner, avec le verbe kizasu, vous voyez à la dernière ligne, n'est-ce pas? Nadoka kizasazaru bekito, n'est-ce pas? Qui lui a permis de faire bourgeonner le germe de l'éveil suprême, Mujobodai no Tane.
C'est vraiment, ici, c'est décrit comme le déclenchement, le déclic, tout à fait indépendamment de la chronologie de Saigyo, de la vie de Saigyo, puisque nous voyons qu'il y a 60 ans, il est déjà entré dans la vie religieuse, mais ici, cet épisode prend une sorte prend l'aspect d'un épisode fondateur. L'histoire ne s'arrête pas là, et elle a décidément une importance particulière aux yeux du compilateur, puisqu'elle ne comprend pas moins de 5 poèmes japonais en tout. Poursuivons-la en nous contentant de ces grandes lignes. Il s'était certes promis de se revoir. La courtisane et lui, mais la survenue d'un grand religieux de la capitale avait perturbé ses plans pour le mois convenu. Il se contenta donc, Saigyo, de remettre à un homme de confiance un poème à transmettre à la pieuse personne. Poème qui se lisait ainsi. Vous voyez encore Karisome. Karisome no yoni wa omoyo nokosu nato kikishikoto no ha wasurerare mo sezu. Je ne suis pas expert en jugement poétique, mais ce n'est pas un très grand poème. Et d'ailleurs, il n'est pas attribué, il ne se trouve pas il ne se trouve pas chez Saigyo, et il ne se trouve nulle part, il se trouve dans aucun texte important, et l'on peut donc penser, et là je suis les commentateurs, que c'est simplement le compilateur qui a fait le texte, qui a rédigé les 2 poèmes qui suivent, n'est-ce pas? Donc je le traduis. Ces mots de vous entendus, m'enjoignant à ne pas laisser sur ce monde fragile mes pensées, point ne les ai oubliés. Il est certainement à l'honneur de Saigyo que ce poème ne semble pas devoir lui être attribué, et l'on pense qu'il est l'œuvre du compilateur. L'effet, cependant, fut grand sur la destinataire, qui lui fit parvenir, tracé d'une écriture exceptionnelle, il est dit Yonimo Okashiki Tenite, n'est-ce pas? Une écriture Okashi, c'est extraordinaire, ici. Donc, le poème suivant. Wasurezuto mazukiku kara ni sode nurete wagami wa itou yume no yoronaka. Wasurezuto mazukiku kara ni sode nurete wagami wa itou yume no yoronaka. Sitôt entendu que vous n'aviez pas oublié, ma manche s'est trempée de larmes. Moi qui ai pris en dégoût ce monde de rêve. Et pour mieux décrire l'état d'esprit contradictoire où elle se trouve, elle a joint au poème un bref message que vous avez ici. Sama okoso kae haberi nure. Vous voyez encore sama okao qui veut dire changer d'aspect, prendre l'habit monastique, l'habit religieux. Shikashi wa aredo, kokoro wa tsurenakute. Ce tsurenashi se retrouve souvent, vous savez que ça veut dire cruel, dépourvu de aite ni naranai hito, n'est-ce pas? Et on peut le traduire aussi indifférent ou bien l'état. Ici, ça traduit l'état d'indifférence qui le plonge dans la détresse. C'est pour ça que je choisis de le traduire par misérable, n'est-ce pas? Alors voici ce qu'elle dit. Certes, j'ai bien changé mon aspect extérieur, et cependant, toujours misérable est mon cœur. Il y avait encore un dernier poème de même portée qui doit être pareillement attribué à l'ancienne courtisane et qui redit presque exactement la même chose que le message en prose. Kami oroshi, koromo no iro wa somenuru ni, nao tsurenaki wa kokoro narikeri. Certes, j'ai bien perdu ma chevelure. Kame oroshi, elle s'est rasé la tête. Perdu ma chevelure. Et de mon habit, la couleur, désormais de noire teinte. Le sommet, c'est sumisome. Et cependant, tout aussi misérable, demeure mon cœur. Contrairement à ce à quoi nous pourrions nous attendre, ces poèmes désespérés suscitent l'admiration du narrateur. Quelle admirable courtisane elle fut! Samo, imiji karikeru yujo ni tezo aberikeru. Les derniers paragraphes poursuivent sa réflexion. Qu'une telle personne vouée à la débauche, au lieu d'aspirer à rencontrer et à s'attacher à des gens de même trempe, s'en sépare et se voue à préparer son existence ultérieure. Voilà qui est digne d'éloge, Arigatashi. Elle avait certainement planté au fil des existences des racines de bien exceptionnelles, les zenkon, n'est-ce pas, qui ont été irriguées par l'eau de Eguchi, formule poétique, qui vont s'accumuler. De plus,
et c'est ce que prend la peine d'ajouter le pseudo Saiyo, même ses poèmes sont dignes d'attention. Uta saemo omoshiroku zo haberu. Une note importante dans le contexte de notre recueil. Il regrette de ne pas connaître sa fin. Et le dernier paragraphe de cet épisode est d'une très belle tenue littéraire, et nous n'aurons pas le temps de le lire tant il exigerait d'exégèse des nombreuses allusions à d'autres œuvres. Il y a bien sûr le Wakan no Eishu, vous en doutez. Car nous avons vu encore une fois que le cœur de ce recueil de Kinto, le Wakan no Eishu, qui est la citation du passage de Pochuyi sur la conversion de la poésie moderne, de la poésie mondaine en poésie religieuse, en facteur de salut donc, est aussi le moteur de la narration du Senjusho. Pour mieux accentuer le rôle salvateur de la poésie japonaise, elle est ici maniée par une courtisane, sans doute la classe d'êtres qui aurait a priori le plus de difficultés à s'arracher de sa condition karmique. Et là, je vous renvoie encore au beau livre de Jacqueline Pigeot sur les courtisanes dans le Japon médiéval. Or, si nous en croyons le pseudo Saiyo, c'est bien une prostituée poétesse qui aurait permis à l'illustre moine poète de faire éclore le tout premier germe de la pensée d'éveil, aussi brièvement que cela ait pu être. Et encore plus paradoxalement, ce sont ces poèmes exprimant combien imparfaite est encore la volonté de se libérer de leur auteur qui sont ici à considérer comme des témoignages de la qualité de sa pensée d'éveil. Vous voyez que ces poèmes disent tout sauf qu'elle est éveillée. Au contraire, elle ne l'est pas, elle est dans le monde. Mais le narrateur prend prétexte de ces poèmes pour justifier l'entrée dans la loi. Ce sont des poèmes négatifs qui donnent un résultat salvateur, salvifique. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir le 9e épisode, qui comporte un élément intéressant sur notre enquête langagière, mais je n'y reviens pas. Mais il nous faut nous attarder sur le 10e et avant-dernier pour des raisons que l'on comprendra facilement. Il est intitulé de façon quelque peu neutre dans le texte que nous suivons ici, qui est celui du Senjusho Zen Shushaku. Il est intitulé donc « Rencontre au Hasedera avec une personne de connaissance ». Le texte n'est pas ici, mais « Hasedera nite kojin ni au ». Kojin, n'est-ce pas, Furuki Shito. Et une autre version, qui est celle donnée dans l'Iwanami Bunko, est plus instructive. Elle donne pour titre « Saiyo rencontre sa femme devenue nonne. Saiyo tsuma no ama ni au koto ». On se rappellera que nous avions dit, dans le bref rappel de la vie de Saiyo au 2e cours, que lorsqu'il avait conçu la pensée d'éveil, il s'était brutalement séparé de sa femme et de sa petite-fille. Un épisode qui avait marqué les esprits. Nous venons de voir à l'épisode précédent que la rencontre avec l'ancienne courtisane pouvait donner à penser que c'était à elle qu'il devait la première étincelle de pensée d'éveil. À un épisode de distance, et juste avant la fin du recueil, le compilateur juge opportun, et le lecteur l'approuvera certainement, de revenir à un personnage qui n'a pas été oublié non plus dans le Saiyo Monogatari, puisque vous avez un bref rappel dans ce texte. Lisons le texte donc comme il se présente. Jadis, Sono Mukashi. Vous voyez que c'est Sono Mukashi et pas Mukashi. C'est le jadis dans la vie de Saiyo. Et encore une fois, la chronologie est parfaitement invraisemblable, n'est-ce pas ? Je n'y entre pas. Je n'y entre pas, mais comme tout à l'heure, qui donne comme événement principiel, fondateur, quelque chose qui arrive à la 60e année de Saiyo, si l'on en croit les commentateurs, c'est toujours sujet à conscience. De la même façon, ici, nous nous trouvons à la fois à quelques mois, comme vous le verrez, et à plusieurs années. Donc, n'entrons pas dans les détails chronologiques qui sont toujours, vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ? Et on croirait même que le commentateur du Senjusho fait exprès, lorsqu'il s'agit de personnages historiques, de mélanger les chronologies, de faire coexister à la même époque des personnages dont on sait qu'ils étaient séparés de plusieurs décennies ou de plusieurs siècles même. C'est presque une méthode de narration. Donc, jadis, alors que je m'étais rasé la tête, vous voyez encore Kashira Oroshite, et que je me rendais en pèlerinage aux temples les plus vénérables, vers la première moitié du 10e mois, à l'automne, j'arrivais au Hasedera,
Donc le Hasedera qui est le Hasedera de Nara, n'est-ce pas? Pas celui de Kamakura, bien sûr. Donc, enfin, il est à 25 km de Nara. Et c'est l'un des grands temples de l'école Shingon, de la branche Buzanha. Et vous allez voir, ça va expliquer que le Koyasan va intervenir aussi, très brièvement, dans la suite du texte. Donc j'arrivais au Hasedera. C'était la tombée du jour, et la cloche vespérale, Idiai no Kane, venait de retentir. Il régnait un calme mélancolique, Sabishiki, et les feuilles d'érable qui se dispersaient au vent violent ajoutaient à la tristesse. Bon, vous voyez qu'il est un peu, le monosabishiki Alisama d'un côté et puis le arashi de l'autre est un peu contradictoire, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le texte qui dit cela. Or, on peut penser que c'est j'ai traduit vent violent plutôt que par tempête parce que c'était par trop contradictoire cette fois. Disons qu'il soufflait un vent assez fort. Or, étant allé à la chapelle de Kannon pour y faire offrande de la loi, c'est pas ça, Hosse, en récitant les Écritures, alors qu'après je visitais les environs, il se promenait autour de la chapelle, il y avait là une nonne qui récitait son chapelet. Zuzu, Suzu, Zuzu. Ému, je récitais alors ce poème. Omoirete, suru suzune no koesumite, oboezu tamaru waga namida kana. Vous voyez qu'il faut lire ne et pas auto, bien que cela fasse manquer une syllabe. Mais ce poème a été repris bien plus tard par Kodaro Han qui donne tous les furigana et il le fait lire ne. Donc, qu'en profonde pensée, j'essaie de traduire tant bien que mal aussi les jeux de mots, n'est-ce pas? Sulu, c'est évidemment le fait de frotter le chapelet, vous savez, en récitant le Namo Amida Butsu, donc, enfin, ou en ponctuant la récitation. Qu'en profonde pensée, frotter des perles du chapelet, pur est le son. Malgré moi s'écoulent des larmes d'émotion. La nonne, entendant cela, s'écrie Korewa, kowa ikani, n'est-ce pas? S'écrie qu'est-ce que cela? En s'accrochant à ma manche. Je la regardais. C'était celle, alors je vous laisse apprécier la tournure qui est donnée ici, c'était celle avec qui j'avais contracté pendant des années les liens profonds du mariage, qui avait pris l'habit religieux. Intrigué, je lui demandais ce qui s'était passé. Incapable pendant quelque temps de parler, étouffée par ses sanglots, elle ne pouvait répondre. Elle put enfin contenir quelque peu ses larmes et me dit « Lorsque vous eûtes déployé la pensée d'éveil, Kokoro Okoshite, n'est-ce pas? Je me trouvais désemparé. La cloche de chaque soir, malgré moi, et vous voyez le rappel des propos de la courtisane de tout à l'heure, la cloche de chaque soir, malgré moi, me faisait sangloter. Le chant des oiseaux à l'aube me perçait le corps. Minishimite. Vous voyez, encore une fois, n'est-ce pas, cela est parallèle à la courtisane. Ma tristesse ne faisait qu'aller croissant. Aussi, au 3e mois de l'an passé, je me rasai la tête et devins aussi ainsi nonne. Je confiai notre fille unique à une tante maternelle et me rendis au sanctuaire d'Amano, au mont Koya, n'est-ce pas, Koya no Besho, Amano. Et c'est donc un sanctuaire shinto, où je résidais. Enfin, bien sûr, à l'époque, c'était shinto, mais c'était voué à une déesse shinto, mais c'était bien sûr syncrétique, n'est-ce pas? Le fait est que si vous m'aviez fui pour une quelconque femme, j'en aurais conçu une rancœur insensée. Excusez-moi, c'est... Ah oui. Oui, j'espère que vous pouvez suivre à peu près, n'est-ce pas? Si vous m'aviez fui pour n'importe qui, une femme, je n'aurais conçu une rancœur insensée. Mais puisque vous êtes vraiment tourné vers la voie véritable, je n'en ai pas la moindre amertume. Au contraire, si vous devenez pour moi un ami bien, chishiki, vous voyez encore le mot qui apparaissait dès la préface, j'en serais heureuse. Elle change donc la nature de leur rapport. Lors de notre séparation, je m'attendais à ce que nous ne nous retrouvions que dans la terre pure, c'est-à-dire après notre mort. Mais une telle surprise, j'ai l'impression de vivre un rêve. Cela dit entre les sanglots. L'allégresse de l'avoir entré en religion, et c'est là qu'on voit une certaine lâcheté virile, n'est-ce pas?
l'allégresse de l'avoir entrée en religion, la joie de savoir qu'elle ne m'en voulait point, me firent malgré moi verser des larmes. Enfin, comme je n'avais pas de raison de rester, Alubeki Naradeba, je lui enseignai un passage scripturaire, il lui donne comme cadeau d'adieu un haut monde, n'est-ce pas? Et nous prîmes l'engagement, et ayant pris l'engagement d'aller la voir au sanctuaire du Koya, je pris congé. Je suis désolé, je vois... il me semble... Non, voyons, j'ai peur de ne pas avoir... Ah oui, voilà. Excusez-moi, c'était cela, c'était la suite du texte. Gardez-le à l'esprit parce que nous allons voir le dernier paragraphe aussi. Donc, je lui enseignai un passage scripturaire, Romon, et je pris congé. Si seulement Saigyo, le compilateur, mais par la force des choses, c'est Saigyo, son image du moins, qui doit emporter les conséquences pour la postérité, donc si seulement Saigyo s'était arrêté là. Mais malheureusement, la narration se poursuit sur un paragraphe. Vous voyez, Toshigoro mo uruse karishi monoto wa omoi haberishi kadomo. Uruseshi, ça veut dire supérieur, sugureteru, n'est-ce pas? Et pas urusai, quand même. Donc, voici ce paragraphe. Je pense certes que c'était une personne, Toshigoro mo, d'ordinaire intelligente, uruseshi. Kakumade arubeshi to wa omowazariki. Je pense que certes que c'était une personne d'ordinaire intelligente, mais pas tant que cela. Ce qui est regrettable dans la mentalité féminine, c'est que lorsque cela ne va pas comme elles veulent, je traduis de façon un peu vulgaire, n'est-ce pas, pour qu'on suive mieux la pensée, si l'on peut dire, de l'auteur, c'est que lorsque cela ne va pas comme elles veulent, elles conçoivent une rancœur insensée. Elles ne supportent pas leurs idées fixes et gâchent ainsi leur existence. Malgré cela, quel effet de la séparation un ami de bien? Et alors, encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a vu une fois aussi, c'était la solitude qui était amie de bien. Ici, c'est la séparation, wakare, qui est amie de bien. Malgré cela, quel effet de la séparation un ami de bien? Qu'elle soit entrée dans la méditation de la voie véritable, allant jusqu'à rejeter sa fille unique tant aimée, Kanashi ici veut dire pour qui on a beaucoup d'affection, d'attachement. N'est-ce pas là digne d'admiration? Arigata kini wa haberazaruya. Et les deux dernières lignes montrent malgré tout une certaine gêne. Alors, est-ce de la part de Saigyo, du compilateur? Ce n'est pas sans Habakari Okute. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que j'écris ces lignes. Et d'un certain côté, Katawarani, j'en suis mortifié, Itaku Habere Domo. Mais j'ai du mal à y renoncer, c'est-à-dire j'ai du mal à ne pas le faire. Et comme vous le voyez ici, Mistegataki ni Yorite. Mais j'ai du mal à renoncer à les écrire. J'ai décidé de ne pas tenir compte des sentiments de ceux qui me mépriseront. Donc il livre son cœur en quelque sorte. Il était indispensable de finir notre enquête sur le Senjusho sur cet épisode, qui, s'il est entièrement d'une main autre que celle de Saigyo, révèle une certaine compréhension humaine, sans indulgence pour celui qui devait être ici glorifié. Nous n'avons pas à épiloguer, mais nous relèverons qu'ici encore, le poème joue un rôle révélateur, qu'il apparente aux manifestations divines ou aux enseignements de la loi, que ce soit le poème de la courtisane, ou bien le poème qu'il offre à sa femme et qui lui permet qui permet à celle-ci de le reconnaître, et qui est aussi d'une certaine façon un poème fondateur, décisif en tout cas pour la suite de leur relation. C'est le poème qui permet la reconnaissance. Donc, après avoir retrouvé un peu de l'humanité de Saigyo, il ne nous reste plus qu'à tirer quelques conclusions sur l'ensemble de l'œuvre. C'est ce que nous ferons au prochain et dernier cours de la semaine prochaine. Ce sera le 13e et dernier cours. Je vous remercie de votre attention.